Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Prêtre, je suis responsable de la cellule publication au sein de la direction des bibliothèques et de la science ouverte et du pôle numérique recherche et sciences ouvertes de l'Université Paris-Saclay. Je fais partie aussi d'un établissement composante qui est Centrale Supélec à l'origine et donc dans le cadre de la restructuration des équipes, on va dire, c'est pour cette raison que maintenant je suis au sein du pôle Numéresso de l'Université Paris-Saclay. Donc je remercie Pascal qui a très bien introduit le sujet de la science ouverte et de la publication et de l'édition en sciences ouvertes. Moi je vais plus rentrer dans les outils que nous avons mis en place au sein de l'Université Paris-Saclay et peut-être aussi faire un petit contexte avant de comment on s'est organisé, parce que l'Université Paris-Saclay a vu le jour en 2020, même si avant, nous avons travaillé déjà auparavant dans le cadre de la commu, mais tout s'est vraiment mis en place en 2020 et on a travaillé depuis cette date à l'organisation de la science ouverte au sein de l'université. Donc, comme ça a été dit un petit peu auparavant, nous avons en 2002 produit un document unique, officialisé notre politique sciences ouvertes de l'université. Donc, nous sommes partis des 8 recommandations en fait, de la Commission européenne en matière de sciences ouvertes. C'est pour ça que vous voyez ces fameux 6 numéros sur cette slide, donc qui reprennent la science ouverte au sens large, avec aussi en cohérence avec le plan national pour la science ouverte, la feuille de route du CNRS, la feuille de route de la science ouverte de la Ligue européenne, donc la LERU dans laquelle nous sommes, et qui retrace ces 8 points qui sont le libre accès, faire du libre accès la règle pour l'ensemble des publications de l'université, les données FAIR, en point 3 vous trouvez EOSC, le développement des compétences techniques nécessaires pour partager les résultats, être conscient des enjeux du libre accès, récompenser et encourager, donc là aussi dans la signature de Dora, ainsi de suite, pour l'évaluation des chercheurs, être très vigilant, les nouveaux indicateurs, encourager de nouveaux indicateurs dans le cadre de l'analyse de la production scientifique, je pense également au BSO par exemple, l'intégrité, donc participer à la promotion de l'intégrité scientifique, et enfin en 8e point, la science participative que nous avons que nous sommes en train de développer au sein de l'université, mais dans le prisme des bibliothèques, dans le prisme d'une bibliothèque universitaire, bien sûr, en lien avec d'autres projets qui ont déjà pu être lancés au sein de l'université. Donc, c'est cette facette un petit peu qui nous distingue. Donc, comme je vous le disais, voilà, je travaille donc au sein du pôle numérique recherche et sciences ouvertes, qui a été créé donc, en 2020. Mais dans lequel, qui a été créé en 2020, mais dans lequel nous travaillons concrètement tous ensemble, en tout cas depuis seulement l'année dernière, depuis 2022, puisque tout ce pôle, cette direction des bibliothèques regroupe les personnels de Centrale Supélec, les personnels bibliothèques, de Centrale Supélec, de l'ENS Paris-Saclay, et de tout ce qui est tous les personnels ex-Paris Sud. Nous travaillons bien évidemment avec tous les autres établissements composantes, qui sont l'IEGS, Groupe Paris-Tech, les universités associées, UVSQ, auquel UVSQ est tutelle de notre laboratoire, et puis Evry. Donc ce pôle, il a été divisé en quatre cellules d'accompagnement pour les chercheurs, donc à la fois la cellule publication, dont je suis responsable, qui regroupe toutes les questions autour de HAL, de l'édition en sciences ouvertes, donc là, la plateforme que nous sommes en train de développer d'édition scientifique, la gestion des APC, que vous avez un petit peu vu avant, la bibliométrie, et donc cette fameuse évaluation, et la coordination d'un réseau de référents recherche, dont je vais vous parler juste après, qui a un appui très important dans notre structuration. La cellule donnée, qui elle, reprend tout l'atelier de la donnée et OSC, les appuis aux projets de recherche, PGD, etc., avec l'ensemble de nos laboratoires,
la cellule études et accompagnement, donc là, qui est plus en support des deux autres cellules aussi qui nous aident à développer des projets, par exemple à déposer des projets FNSO comme nous venons de le finaliser le mois dernier, dans le cadre de l'amélioration continue, et puis tout ce qui concerne tous les projets ingénierie des données. Et la cellule Infodoc, qui là, on est plus sur le support informatique et l'administration. Voilà un petit peu pour cette structuration, en tout cas toute récente, hein, au sein de l'université Paris-Saclay, avec, comme je vous le disais, un appui de réseau de référents recherche. Donc concrètement, nos services sont sur tous les outils HAL et BibioHAL, donc je vais vous faire un focus en seconde partie. Les conseils bibliométriques, l'accompagnement à l'édition scientifique ouverte, la gestion des données de recherche et puis toutes les questions relatives à la science ouverte avec un guichet unique et toutes les questions que les chercheurs peuvent être amenés à nous poser. Donc, un appui d'un réseau de référents recherche, comme je vous le disais juste avant. Donc, c'est un réseau de référents recherche sciences ouvertes. Il n'a pas été décidé que ce serait que des référents HAL ou que des référents données. Enfin, voilà, on a voulu un réseau qui soit vraiment général. Donc, à ce jour, on est à 17, enfin, on est en train d'en avoir 19 là, référents recherche, mais quand je vous donne un chiffre comme celui-ci, c'est pas un équivalent temps plein, hein, puisque beaucoup de ces référents recherche ont entre 20 et 50% de leur temps de travail consacré en tant que référent recherche. C'est assez aléatoire. On a environ un périmètre de 100 laboratoires, hein, sur les 270, mais là, avec l'université VSQ, Évry, etc., si on prend le périmètre large. Donc là, je travaille pour le moment sur ce petit réseau, entre guillemets, et le réseau XXL est en construction avec tous les membres associés. Personnel BIB, donc comme je vous le disais, hein, c'est environ 6 laboratoires en moyenne par référent recherche. On a essayé de faire attention, et aussi en fonction du nombre de publications de chaque laboratoire. On est sur 5 sites géographiques, donc c'est assez éclaté, donc ça demande pas mal de gestion, hein, Orcel, Plateau, Villejuif, Gustave Roussy, Sceaux, enfin voilà, c'est assez éclaté. Et on a 2 animatrices du réseau, donc 2 personnes qui sont dans la cellule publication, qui, entre autres, pilotent ce réseau des référents recherche en les formant et en les accompagnant et en les faisant progresser, puisque pour beaucoup, aucun de ces personnels n'avait de background sciences ouvertes. Donc, on a fait beaucoup de formations jusqu'à maintenant, parce que on a eu la chance de s'appuyer sur le pôle information scientifique et technique recherche que je pilotais moi à Centrale Supélec, et pour lequel on a reproduit le modèle, mais à l'échelle XXL de Paris-Saclay. Donc, concrètement, nos référents recherche, ce sont nos points d'entrée dans les laboratoires. Ce sont eux qui sont en contact avec vous, avec les chercheurs, avec les directeurs de laboratoire, et qui sont ce point d'entrée pour que ce soit HAL, que ce soit la gestion des données. Quand il y a une moindre question d'un chercheur, ils savent automatiquement à qui ils peuvent s'adresser au sein du pôle numérique recherche et sciences ouvertes. Ils ont, on va dire, un niveau 1 de réponse, et en fonction de la difficulté, en fonction peut-être de la difficulté de la question du chercheur, on entre aussi dans le sujet avec eux. Donc c'est vraiment, on s'appuie vraiment sur eux pour entrer dans les laboratoires et être vraiment très proche des chercheurs pour tous ces services qui sont proposés. Donc voilà pour un petit peu la structuration à l'Université Paris-Saclay et pour l'ensemble des services que nous proposons et les établissements et les services que nous couvrons. Alors en 2022, parce que c'est souvent 2022 qui va revenir, mais là on parle d'officiel, alors que bon, on travaille dessus depuis le 2021, je pense ici au portail HAL, à BibioHAL et toute la structuration que nous avons mis en place. Tout est arrivé officiellement en 2022, mais tout était pratiquement prêt en 2021. Donc nous avons lancé le portail HAL en 2022, ainsi que l'application BibioHAL, dont je vais vous parler. Donc comme vous pouvez le constater, nous faisons de BibioHAL notre point d'entrée aussi dans le portail HAL, pour que les chercheurs puissent facilement déposer leurs publications
et notamment le texte intégral, puisque c'est une des volontés et une des priorités du document unique. BibioAL a été, enfin est d'ailleurs, une émanation de l'outil Bibliolabs. Alors, pour la petite histoire, Bibliolabs, c'est un outil qui existe depuis, alors qui a été créé au moment de la Commune, donc avant 2020, je dirais vers à peu près 2017. Donc, on travaillait déjà sur un outil qui permettait de caractériser les publications de l'Université Paris-Saclay. Donc, un petit peu plus comme un outil qui vous voulez un petit peu plus bibliométrique et qui a été un petit peu élargi au fur et à mesure des besoins. Je pense ici au projet européen, puisqu'on a travaillé aussi à un moment donné dessus. Et donc, on s'est servi et on s'est appuyé sur Bibliolabs pour créer la nouvelle application BibioAL. Donc là, je vous ai mis un petit slide sur le suivi de la production scientifique de l'université qu'on pouvait faire, là, par exemple, avec un laboratoire et avoir des courbes, des schémas. Bon, c'était pas quelque chose d'excessivement développé comme les outils que vous pouvez avoir via le WOS ou via Scopus, hein, mais ça permettait d'avoir des informations assez rapidement en fonction des laboratoires de l'ensemble de l'université Paris-Saclay. Ici, je vous ai mis un petit graphique pour vous expliquer comment fonctionne concrètement BibioAL avec Bibliolabs. Donc, on retrouve Bibliolabs tout en haut, hein, puisque c'est de là que provient notre matching. Donc, avec une table des publications et une base auteur. Donc, ce qu'on trouve essentiellement comme lien, c'est Scopus, qui est derrière le matching qui se fait dans BibioAL, c'est Scopus. Donc, la base auteur, elle fait aussi, on a un lien avec des bases NPWAL, Crossref, qui ont été utilisées dans Bibliolabs. Petit aparté aussi sur Bibliolabs, donc cet outil est en cours de restructuration complète. Un réseau des partenaires et des utilisateurs BibioAL s'est constitué il y a peu. Et là, le but est de le rendre totalement ouvert, donc il va être ouvert au niveau national, totalement ouvert. Et ce groupe utilisateur va permettre de développer beaucoup plus de services, de rendre ouvert l'outil. Je pense en tant que partenaire, donc Pascal qui est là, donc Sorbonne, hein, qui fait partie du groupe utilisateur, des partenaires. Nous avons Lyon 3, nous avons PSL, Paris-Cité, Montpellier et Toulon, il me semble. Donc ce groupe-là qui va permettre de rendre accessible à tout le monde l'outil Bibliolabs. Et évidemment, qui va permettre à BibioAL, que je vais vous présenter, de monter lui aussi en compétence dès que Bibliolabs sera prêt pour pouvoir fournir encore plus de services à la communauté. Donc, ce qu'on a voulu aussi, parce que BibioAL, on l'a construit vraiment en même temps que le portail. On voulait sortir le portail AL de l'Université Paris-Saclay, oui, parce que quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que Paris Sud n'avait pas du tout d'archives ouvertes. Donc, il n'y avait pas de portail HAL, pas de HAL, ni une autre quelconque archive ouverte. Donc, on partait vraiment de zéro. D'ailleurs, on part toujours de zéro, puisque on est toujours en train de construire. Hein. Et donc, voilà, on ne voulait pas sortir un portail pour un portail, on voulait aussi un accompagnement des chercheurs, au plus près des chercheurs. Donc, il nous a semblé important de faire cette connexion BibioAL entre Matching ORCID pour nous développer l'ORCID et inciter tous nos chercheurs à avoir un ORCID ID est une priorité. Et puis, donc, l'idéal de l'autre côté, hein, le chercheur doit avoir créé son idéal. Le matching des deux permet d'avoir un matching de publication. Donc, la priorité d'ORCID, enfin l'importance d'ORCID dans l'application BibioAL, bien évidemment. Donc voilà pour cette petite explication, ce petit schéma. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez après pour les questions techniques, même si c'est pas moi qui pourrais répondre vraiment sur le côté technique. Donc le portail HAL Saclay, donc accès à BibioAL, hein, ce fameux toujours BibioAL qui permet aux chercheurs de déposer leur texte intégral via cette application. Alors, à l'Université Paris-Saclay, toute la recherche est structurée en graduate school. Donc, sur notre portail, on retrouve aussi l'ensemble de nos graduate school plus l'institut. Et donc, dans une collection de graduate school, on retrouve BibioAL, donc avec chaque collection de graduate school,
toujours le lien BibioAL. Et même au niveau laboratoire, on rentre aussi avec déposer avec BibioAL pour, enfin ça c'est plutôt le côté com, on va dire, de l'application en question. Alors les préalables pour utiliser BibioAL. Donc je vais vous présenter BibioAL avec des slides, parce que je peux pas vous le présenter en fonctionnement en ligne direct, puisqu'il faut se créer son compte et faire le matching en direct, et je ne peux pas faire ça sans avoir un compte différent. Donc je vais vous montrer des slides, mais si vous voulez l'utiliser, il n'y aura aucun problème pour que vous puissiez le faire, et vous pourrez avoir l'accompagnement des personnels de l'UVSQ, puisqu'on travaille bien évidemment avec eux sur l'outil. Alors, avoir un ORCID ID, comme je vous le disais, c'est un point préalable, et avoir un idéal. En plus de ce compte HAL, donc on précise bien les choses parce qu'on va souvent, dans les laboratoires, on rencontre souvent les chercheurs, et souvent il y a une petite mauvaise compréhension entre avoir un compte HAL et avoir fait son idéal, justement avoir ramené toutes ces publis sous un même référent, qui est un même référentiel qui est l'idéal. Donc c'est ce second préalable. Et le troisième, tant qu'à faire, c'est avoir le texte intégral de ces publications en sa possession. Donc l'auteur, la version auteur manuscrit, pour pouvoir l'ajouter, puisque c'est la seule chose qui vous sera demandé de faire via l'application. Donc concrètement, là nous rentrons dans l'application. Donc vous voyez BibioAL, qui est donc là on est dans ce qui est encore pour le moment l'interface Bibliolabs, puisque c'est vraiment Bibliolabs qui héberge BibioAL. Donc le chercheur arrive sur cette première page et on lui demande de remplir, enfin de cocher certaines cases, de se connecter avec son ORCID ID, donc c'est préalable, ORCID ID. Ensuite, il rentre son ORCID, ça se passe à cet endroit-là. Ensuite, le chercheur est amené à indiquer son idéal. Donc, on le renvoie vers une création de compte s'il n'en a pas encore, afin qu'il puisse mettre à jour son idéal. Et ensuite, nous obtenons cette page-là. Donc, au niveau de cette page, là, le chercheur a fait matcher les publications qu'il a. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement Scopus que nous avons derrière en base de données. L'évolution de Bibliolabs va faire qu'il y aura beaucoup plus de bases de données qui seront derrière cette année, d'ici à ce que la mise à jour soit faite. Donc, le matching, ce qu'il a dans HAL, ce qu'il a dans Bibliolabs, puisque c'est nous utilisons. Nous avons le premier onglet qui indique non présent dans HAL, ce qui veut dire qu'il a trouvé des publications pour ce chercheur qui sont dans Bibliolabs, mais qu'il n'a pas trouvé dans HAL. Donc là, il va lui proposer, il va lui dire, voilà, il y en a 6, c'est celle-ci. Le chercheur peut toujours cliquer sur ce petit lien pour voir si c'est bien à lui, ou si ça n'était pas à lui, il a la possibilité, avec document écarté, il clique à droite là, pour écarter le document qu'il considère n'étant pas à lui. Ce qui nous permet à nous de remonter dans les bases aussi quand on a cette information-là, et de faire un petit peu de nettoyage dans la base de données. Le second onglet, nous avons notices dans HAL. Donc là, clairement, il a trouvé 16 notices dans HAL, mais il n'y a pas de texte intégral. Donc là, ça va lui indiquer, voilà, c'est super, il y a bien 16 publiés à vous, mais si vous pouviez ajouter le texte intégral, ça serait super. Donc, pareil, il va sur la droite et il va aller ajouter le texte intégral. On verra juste après de quelle manière ça va se passer. Et nous avons le troisième onglet qui est notice et texte intégral dans HAL. Donc là, ça lui donne tout ce qui est déjà nickel avec la notice dans HAL et le texte intégral, où tout est, on va dire, correct et où il n'a rien à faire. Si ce n'est peut-être aller vérifier que c'est bien lui pour pouvoir éventuellement après renettoyer la base de données derrière si on constate des mauvais matchings d'identifiants chercheurs. Donc, voilà pour l'application BibioAL. Donc, quand le chercheur va vouloir ajouter le texte intégral, il va y avoir deux cas de figure qui vont se présenter. Alors, comme nous avons lié l'outil avec Unpaywall, comme je vous disais juste avant, on a une notification, pas d'open access. Il n'y a rien qui a été trouvé via l'outil.
Donc le chercheur, s'il a son texte intégral, il l'indique là. Donc je ne vais pas revenir sur. On fait un petit rappel sur la loi pour une république numérique, l'embargo, ce que a présenté Pascal juste avant. Donc il y a cette loi pour une république et c'est financé, c'est pas financé. Enfin voilà, il y a tout ce chemin qui arrive là derrière. Le chercheur ajoute son texte intégral à cet endroit-là et l'envoie dans HAL. C'est uniquement ce qu'il a à faire. Là, vous voyez que ça va suivre le circuit de modération dans HAL. En fait, ça a déjà été fait, mais je pense ici au CEA, par exemple, à Évry. Ils ont la modération qui a été mise en place sur leur portail, ce qui fait que on a la possibilité, le chercheur, quand il se connecte, il choisit son portail de dépôt. Ça veut dire que les centrales Supélec qui veulent continuer à déposer sur le portail de centrale Supélec, ils ont choisi leur portail de dépôt dès le départ, même si ça ne rentrera pas en modération en centrale Supélec puisqu'il n'a pas de modération. Mais pour le CEA, à partir du moment où le chercheur a cliqué qu'il était CEA, ça ira directement dans la modération du CEA et ça passera pas par le CCSD et le NIST avec ce temps d'attente qui est peut-être un petit peu plus long. Mais donc, ça a été très fortement demandé par les établissements qui avaient déjà un circuit de modération. Et puis donc, le deuxième cas de figure, c'est la base à trouver le document via une paywall. Le document est proposé ici, comme on peut voir, archimereifremer.pdf. Dans ce cas-là, le chercheur va cliquer. Il va aller voir si ce document est bien une bonne version qui correspond. Il va le télécharger sur son ordinateur et il va aller le rajouter ici, en fait. Il va parcourir, il va rajouter à nouveau son document à cet endroit-là pour l'envoyer sur HAL, que ce soit via un portail modéré ou pas un portail modéré. Donc, voilà le cheminement, en tout cas, de l'application BibioHAL dans sa structuration. Ensuite, comment on voit qu'un document est passé par BibioHAL? En bas de page d'un dépôt dans HAL, là, on voit que, par exemple, on a admin BibioHAL. Donc là, il y a eu une modification sur cette publi. Alors, cette publi, j'ai regardé, elle date de 2006, et donc en 2023, voilà, le 1er mars, il y a quelqu'un qui a ajouté le texte intégral sur cette publi qui est déjà ancienne de 2006. Voilà comment on retrouve les publications. Alors, admin BibioHAL, c'est derrière, c'est certaines personnes du pôle et donc le chercheur en question, le déposant, le contributeur du départ, de départ, qui reçoit cette notification pour pouvoir apporter des modifications. Je sais que HAL, vous connaissez, j'ai été voir votre collection au niveau du CESP et vous êtes de bons élèves quand même, c'est quand même 2/3 de texte intégral sur votre collection, je trouve ça très très bien. Donc je pense que HAL n'a pas trop de secrets pour vous et son fonctionnement. Alors les nouvelles fonctionnalités prévues pour BibioHAL, donc c'est la récupération des publications depuis ORCID, parce que pour l'instant on ne va que dans un seul sens, on récupère on envoie vers ORCID, mais on ne récupère pas depuis ORCID. Et ça, c'est très fortement demandé, notamment pour les chercheurs qui, là actuellement, Scopus ne répond pas à l'ensemble des publications. Donc les chercheurs aimeraient avoir plus d'aller-retour avec ce qu'ils ont déjà mis dans ORCID pour le ramener dans HAL. Donc ça, c'est des fonctions qui seront développées uniquement quand Bibliolab sera terminé, enfin sera mis à disposition. Donc on interviendra ensuite en V2 sur BibioHAL. Donc la création d'un onglet aussi en cours de modération, parce que le chercheur finalement il sait que c'est parti, mais il sait pas. S'il revient sur BibioHAL, il dira mais est-ce que je l'ai envoyé celui-là? Enfin voilà, il peut ne plus s'en souvenir, donc on puisse lui indiquer que c'est bien en cours de modération. La possibilité de paramétrer une période d'embargo, parce qu'effectivement là ça n'apparaît pas sur l'application, et la possibilité de compléter les métadonnées obligatoires. Parce que en fait, on a un souci avec les communications. Les communications, HAL exige d'avoir un début de conférence, une date de début et une date de fin de conférence, alors que Scopus n'a pas du tout cette information. On ne la trouve pas du tout dans la base de données. Donc, on ne peut pas envoyer de communication avec ACT. Donc, là, on a encore quelques petits soucis à régler. Mais sinon, au niveau des articles et des revues, donc aucun problème pour l'envoi des
des publications, enfin du texte intégral des publications format article. Je pense que vous aurez la présentation ici avec la com sur Biblioal, justement, comment, enfin, c'était plutôt un outil de com, une vidéo de communication, mais nous sommes en train de travailler à une vidéo pas à pas, vraiment à expliquer aux chercheurs la moindre explication sur Biblioal, le moindre bouton, pour lui apporter le maximum d'aide. Bon, après, je pense qu'au fur et à mesure, ça deviendra quelque chose de fluide. Et donc voilà, je vous ai mis les liens aussi sur les pages de Sciences ouvertes de l'université qui sont elles aussi en restructuration pour être bien plus fournies, hein, parce que, je répète, nous sommes finalement une jeune université en cours de création et de construction, on va dire, au niveau des services de la science ouverte. Donc, je me tiens à votre disposition pour vos questions suite à cette présentation. Parce que je suis allée peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas, je suis là à votre disposition pour vos questions. Je vous remercie.